Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, ne jamais déranger un guerrier qui est en train de manger. Très mauvaise idée. Vous êtes prêts? C'est parti pour Ninja Scroll. Alors, Ninja Scroll est un film d'animation japonais sorti en 1993 et réalisé par Yoshiaki Kawajiri. Né en 1950 à Yokohama, au sud de Tokyo, Yoshiaki Kawajiri décide dès son enfance de devenir mangaka après avoir suivi les conseils d'un ami de sa mère, Hideaki Kitano, qui durant les années 60 a notamment bossé sur la série Astro Boy. Après ses études au lycée de Yokohama, Yoshiaki intègre, grâce à Hideaki Kitano, le prestigieux studio d'animation Mushi Productions, créé par le légendaire Osamu Tezuka en 1962 pour concurrencer la Toei. Après s'être fait les mains sur la série Ashita no Joe en tant qu'intervalliste, il va faire la rencontre du réalisateur Osamu Dezaki. De cette amitié, ils vont décider avec quelques autres de quitter la Mushi pour créer leur propre studio en 1972. Madhouse. Yoshiaki Kawajiri s'occupe du poste d'animateur clé et parfois il sera directeur de l'animation pour des séries telles que Judo Sanka, l'anthologie manga Sekai Mukashi Banaki ou encore Jetter's Mars, un dérivé de Astro Boy. Alors je vais pas énumérer toute sa carrière car en parallèle de Madhouse, il a également bossé pour d'autres studios tels que Tatsunoko Productions pour le Sentai Gatchaman, Nippon Animation pour Conan le Fils du Futur, voire Tokyo Movie Shunsta sur Jungle Kurobe, mais je vous conseille fortement, si vous êtes fan d'anime japonais, de découvrir le bonhomme, car il aura une influence considérable sur l'animation nippone. À partir des années 80, Madhouse va vouloir s'orienter sur la production de longs métrages, ce qui va énormément plaire à Yoshiaki Kawajiri, qui va pouvoir y développer son propre style sur des projets plus ambitieux. Après s'être occupé des storyboards sur les adaptations de Ayure Gumo et Unico, il réalise son premier long métrage en 1984, Lensman. Basé sur les nouvelles d'Edward Elmer Smith, l'adaptation est un pur space opéra dans la lignée de Star Wars, mais ancré dans la culture japonaise avec ce qu'il faut d'humour et de scènes épiques, mais qui ne feront pas l'unanimité à sa sortie. Après ce semi-échec, il ne se démonte pas et enchaîne en 1986 avec Mani Mani, les histoires du labyrinthe, mais pas tout seul. S'inspirant des nouvelles de l'auteur Taku Mayumura, le film est composé de 3 courts-métrages, chacun mis en scène par un grand nom de l'animation japonaise. Outre Yoshiaki Kawajiri, nous avons droit à 2 légendes, à savoir Rintaro, le réalisateur de Galaxy Express 999 et la série Albator, ainsi que Katsuhiro Otomo, le créateur d'Akira. Yoshiaki s'occupe du deuxième segment intitulé Le Coureur, où une course automobile ultra violente et le sport populaire. On suit le champion incontesté de la discipline, doué de pouvoirs psychiques lui permettant de gagner toutes les courses, qui va petit à petit sombrer dans la folie et affronter son double. Forcément pour l'aspect spectacle, sans aucune retenue, l'affiliation avec la course à la mort de l'an 2000 est bien là, mais les thématiques psychologiques peuvent également rappeler le chef-d'œuvre de Norman Jewison, Rollerball. L'année suivante, il revient en solo avec une œuvre qui va vraiment le lancer et amener sa carrière à prendre une nouvelle dimension, Wicked City. Adapté de la série de romans écrits par Hiroyuki Kikuchi, Wicked City, ou La Cité Interdite chez nous, dépeint un monde où cohabitent les humains et les démons et où la paix devient de plus en plus fragile. Une protection est engagée pour protéger un docteur qui doit signer le traité. Fable fantastique rythmée de thématiques adultes, le film mixe parfaitement extrême violence graphique et scènes de sexe. Un succès qui amènera une œuvre qui poussera plus loin les curseurs avec en 1988 Demon City Shinjuku. Tiré également d'un roman d'Hideyuki Kikuchi, le film raconte l'histoire de Tokyo qui a été dévastée suite à un affrontement entre 2 combattants. Aujourd'hui ville fantôme dominée par les forces occultes, un guerrier va devoir faire face aux démons à Shinjuku, le centre de la ville, pour empêcher l'ouverture des portes de l'enfer. Un combat entre le bien et le mal, mélangeant efficacement horreur et action via une ville en ruine où des personnages charismatiques mettent à profit leurs capacités impressionnantes. Graphiquement magnifique, Demon City Shinjuku mérite d'être redécouvert pour les amateurs d'animation hardcore. Après cela, il réalise le film du jour qui lui apportera la reconnaissance mondiale, puis se fera plus rare dans les années 90, revenant à des formats séries tels que Azuki-chan et Tetsuwan Birdie, mais les
les années 2000 le remettront sur le devant de la scène. Vampire Hunter D Blood Hunt en 2000, tiré encore une fois d'une œuvre d'Hiroyuki Kikuchi, paru en 1983, où dans un futur lointain, un chasseur de vampires part en quête de détruire les suceurs de sang qui ont infesté la Terre. Les richesses de l'animation s'inspirant de plusieurs genres, aussi bien l'horreur, les films de samouraï que le western, dans une parfaite symbiose esthétique. 4 ans de préparation pour un excellent résultat à l'écran, confirmant le talent du cinéaste. En 2001, après une première adaptation au cinéma en 1996 par Rintaro, Yoshiaki Kawajiri s'occupe de l'adaptation série du manga culte X. L'histoire suivant le jeune Kamui qui, après la mort de sa mère, décide de revenir à Tokyo mais va rapidement être assailli de manifestations magiques néfastes à son encontre. Étant la clé pour éviter l'apocalypse, il va devoir choisir son camp et faire face à son destin. Composée en 24 épisodes plus un OAV, la série a, comme le manga, suscité la controverse par sa violence extrêmement prononcée dans le gore et de son contexte social, ce qui stoppa le projet et ennuya profondément le studio car se déroulant dans le même univers que d'autres œuvres, ils avaient comme volonté de tous les relier à l'écran. Un échec qui, malgré une grosse communauté de fans, entérinera profondément l'artiste, se contentant de superviser des séries d'animation tirées de comics Marvel. On notera toutefois ses 2 dernières réalisations, un segment pour l'anthologie Animatrix en 2003 et surtout Highlander, Soif de vengeance en 2007. Se déroulant dans le même univers que la saga et écrit par David Abramovitz, scénariste de la série Highlander et du 5e volet Highlander The Source, l'histoire, bien que simpliste, a le mérite de se placer sur différentes époques et de revenir sur ce qui faisait l'intérêt de la saga, toute la mythologie autour des immortels. S'il reste imparfait dans l'animation et le traitement de certains personnages, les fans de la franchise y trouveront leur compte sur cet opus se présentant comme la suite la plus respectueuse du film réalisé par Russell Mulcahy. Depuis plus grand chose, il est toujours lié à Madhouse, mais il a plutôt un poste de conseiller artistique et donne de temps en temps des coups de main sur les storyboards. Si quand on demande un grand nom de l'animation japonaise, en général on cite Rintaro, Osamu Tezuka, Katsuhiro Otomo, Mamoru Oshii, sans oublier Hayao Miyazaki, mais l'impact de Yoshiaki Kawajiri n'est clairement pas à minimiser. Un génie créatif qui a su marquer l'histoire du genre à travers les âges, malgré un contenu parfois trop sombre, trop expérimental, trop malsain, voire pornographique diront certains, pour puiser dans une audience plus large. Pourtant, son œuvre regorge d'un imaginaire unique, s'imbriquant à plusieurs genres cinématographiques, illustrés par des dessins techniquement parfaits, très ancrés dans une esthétique made in 80-90. L'œuvre de Yoshiaki Kawajiri est unique par ses thèmes abordés et ses univers multiréférentiels, conscient d'une certaine liberté artistique à une époque où on ne s'imposait aucune limite, comme le film qui va nous intéresser. En effet, durant les années 60, un certain Futaro Yamada se fait connaître grâce à ses romans sur l'univers ninja, en particulier sur Jubei Mitsugushi Yagyu, un des plus célèbres samouraïs du Japon féodal. Yoshiaki Kawajiri, étant passionné par cet univers, veut transposer l'histoire de cette légende à l'écran, mais étant trop compliqué à adapter, il décide de s'inspirer des travaux de Yamada pour opter sur une représentation plus simple à travers son style visuel. D'abord prévu sur 2 courts-métrages de 45 minutes, il est finalement décidé d'en faire un long-métrage, ainsi sort en 1993 Ninja Scroll. L'histoire Jubei Kibagami, un ronin solitaire, est contraint par Dakuan, un agent du gouvernement, de combattre les 8 démons qui mettent à mal le pays. Jubei va progressivement se rendre compte que leur chef n'est autre que son pire ennemi, Imuro Genma, qu'il pensait avoir tué. Ce dernier a pour dessein de renverser le gouverneur pour prendre le pouvoir au Japon. Pour l'aider dans sa quête, Jubei sera également aidé de Kagero, une shinobi maudite ne pouvant être touchée, qui veut se venger des démons qui ont massacré sa troupe de ninjas. Rompant avec les codes des films de samouraï traditionnels, Yoshiaki Kawajiri s'inspire davantage dans le rythme des films d'action américains, amenant un parfait équilibre dans son cinéma à travers scènes de sexe, effusion de sang, être au pouvoir surhumain, sans oublier la moralité et la noirceur dont peu de cinéastes ont essayé de franchir. Ninja Scroll repousse les limites de la japanimation et du cinéma d'action, rendant hommage aux figures du Shambra, popularisé par Masaki Kobayashi et Akira Kurosawa, un spectacle jamais vu en termes d'intensité et de chorégraphie, dont sauront reprendre des cinéastes tels que les Wachowski sur Matrix ou encore George Lucas sur la prélogie Star Wars niveau combat. Réalisateur, storyboarder et scénariste, Yoshiaki Kawajiri a les pleins pouvoirs pour mettre en image son univers où humains et démons
s'affrontent sous l'ère Edo dans la subdivision traditionnelle japonaise du XVIe siècle. Si la trame narrative est somme toute classique, nos héros affrontent un démon plus puissant que le précédent jusqu'au climax avec leur maître, la vraie force de Ninja Scroll réside dans les dessins de Kawajiri, son caractère design soigné à travers les corps musclés des hommes, les femmes à la plastique siliconée et une animation fluide associant l'esthétique de l'âge d'or des films d'animation japonais au folklore sur l'univers des ninjas. Le rythme ne faiblit jamais via des combats intenses et spectaculaires où les personnages mettent à profit leurs capacités surhumaines, ne serait-ce la variété très riche de l'équipe de mercenaires surnommée les 8 démons de Kimon, du colosse de pierre Tessai en passant par Benisato, la reine des serpents pouvant changer de peau pour échapper à l'ennemi, Mushizo le maître des guêpes, sans oublier Shiuma le ninja des ombres, pouvant se cacher dans les endroits pour attaquer ou créer une multitude de doubles fictifs pour duper l'adversaire. Mince, c'est une peau de combat. Cela permet, grâce à la mise en scène du cinéaste, malgré le peu de temps de présence de certains démons, d'avoir des combats très variés via les mécaniques se répercutant sur le pouvoir de chaque créature. Une évolution ludique très calquée sur le jeu vidéo où le spectateur assiste en temps réel à la progression de Junbei dans sa quête, croisant au fur et à mesure la route de chaque démon jusqu'au boss final. Ils sont à moi. Surtout que Ninja Scroll ne lésine pas sur la violence graphique avec des mises à mort particulièrement salées. Mais si le film ne se résumait qu'à une succession de combats trash, l'intérêt serait vite limité. Yoshiaki Kawajiri offre également du background à ses personnages principaux. Junbei représente l'incarnation du Ronin, un samouraï errant au charisme naturel, ainsi qu'une propension à la solitude. Il s'amuse par certains dialogues et comportements à prendre à revers les autres personnages, en particulier sa relation avec Kagero, auquel il la traite avec respect, non parce que c'est une femme, mais parce qu'elle est au-dessus de ça. Cependant, il cultive également une rivalité avec le chef des démons du nom de Imuro Genma. À travers cela, le duel final entre les deux permet d'amener des enjeux plus personnels, ainsi qu'une iconisation plus épique dans leur combat. Je suis devenu immortel comme un vrai démon. En es-tu vraiment sûr? Kagero questionne la place féministe dans un univers essentiellement masculin. Étant considérée comme une ninja comme les autres par ses pairs, elle perd cependant sa part de féminité par la nature même de son corps. En effet, elle ne peut avoir de relations sexuelles sans empoisonner son partenaire, l'empêchant de goûter à l'amour charnel. Dans ce cas-ci, la notion de femme forte prend une nouvelle forme, s'éclipsant des clichés, tout en surlignant une frustration par rapport à ses sentiments, notamment envers Junbei, qui la traite en estime. Et on a Dakuan, un moine voyageur et espion du gouvernement Tokugawa, qui demandera à Junbei de l'aider à tuer les démons. Finalement très secondaire au récit et servant plus de comic relief à certains moments, sa technique de camouflage reste efficace et il sait très bien se défendre pour son âge. Il a disparu. Technique étonnante mais intéressante. La tienne aussi est intéressante, je m'en resservirai. Comme la plupart de ses films précédents, les scènes explicites opèrent une distinction entre le pur et l'impur. Ainsi, le travail des couleurs amène une connotation signifiante à différentes scènes. Quand Kagero se fait violer par Tessai, le cinéaste adopte des teintes noires et bleutées. Kawajiri a toujours rappelé quelles étaient les couleurs de la peur pour lui, mais quand le sexe est consenti ou découle d'un sentiment amoureux, les couleurs se font plus chaudes à l'écran, allongeant de sonder les profondeurs de l'âme humaine, sans oublier une violence graphique chorégraphiée de façon à ce que le cinéaste utilise tous les procédés techniques pour filmer les combats le plus efficacement possible, propre au genre de l'action. Va-t'en! Je
te dis que celui-là était pour moi. Montage rapide, sound design appuyé, effets stroboscopiques, travail sur le hors-champ, le tout sur la musique de Kaoru Wadu, apportant une certaine tragédie sur les corps déchiquetés et les rapports relationnels entre nos héros. L'héritage du film de samouraï, figure de proue du cinéma japonais, laisse une liberté créative sans limite, tout en respectant ses inspirations d'autres cultures, de l'hirondelle d'or de King Yue à la rage du tigre de Shang-Chi en passant par Zou de Tsuyark pour l'aspect fantastique, Kagero par son caractère rappelle énormément Yuki, l'héroïne du chef-d'œuvre de Toshiya Fujita, Lady Snowblood, sorti en 1973, Ututsu Mujiro, le samouraï aveugle, cite directement Zatoichi, personnage populaire au Japon interprété par Shintaro Katsu, qui a eu droit à une série de 26 films à partir des années 60, avant d'avoir un remake en 2003 par Takeshi Kitano. Genma, par son physique impressionnant, peut faire penser au Kungan, l'ennemi de Connor McLeod dans Highlander, sans oublier Jubei, par sa nature de ronin et son aspect héroïque, me rappelle Sanjuku, le personnage interprété par le légendaire Toshiro Mifune dans l'un des nombreux classiques du maître Akira Kurosawa, à savoir Yojimbo. Ajoutez à cela le contexte historique, une néfaste histoire de guerre entre le clan Tokugawa et celui de Toyotomi pour la gouvernance du Japon qui dura presque un siècle, pour finir sur la fameuse bataille de Sekigahara en 1668 avec la restauration Meiji qui dominera le Japon pendant presque 200 ans. C'est toujours bien de préciser car le cinéma japonais a toujours puisé ses inspirations à travers le folklore, mais également les différentes époques historiques qui ont véhiculé tout un imaginaire cinématographique. Sauver une vie n'est pas une fantaisie. Tu es aussi cruel et ignoble que ceux que tu combats. Mais qu'est-ce que tu crois? Pour combattre un démon, il faut être démon soi-même. Sinon, tu perds. Espèce d'imbécile! Il n'y a pas de place pour les sentiments quand on est en guerre. Rien n'est laissé au hasard dans la narration, les personnages, les thèmes abordés, le design, les scènes d'action ainsi que la trame fantastique, permettant à Ninja Scroll d'avoir un beau succès et d'appartenir au panthéon des classiques du cinéma d'animation tels que Akira, Ghost in the Shell, Paprika, Perfect Blue ou encore Le Voyage de Chihiro. Par la suite, le studio Madao sortira en 2003 une série Ninja Scroll, se passant de nombreuses années après le film. Toujours sous la tutelle de Yoshiaki Kawajiri, la série sera de très bonne qualité malgré une saison très courte de 13 épisodes. En 2006, Wildstorm a sorti un comics en 5 tomes écrit par Joseph Torres, qui a notamment bossé pour DC Comics. Une suite est également dans les tuyaux depuis presque 15 ans avec de nouveaux Kawajiri derrière la caméra, mais le projet patine suite à divers problèmes de production et de financement et il y a vraiment peu de chances que cette séquelle puisse voir le jour. Enfin, en 2008, il avait été annoncé que Warner Bros et Appian Way, la boîte de production de Leonardo DiCaprio, avait acheté les droits de Ninja Scroll pour une adaptation live, avec le scénariste Alec C à l'écriture et Gary Shore, réalisateur de Dracula Untold, pour le mettre en scène, mais depuis quelques années, le projet d'adaptation est toujours dans l'enfer de développement. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Monument extrême de la Japanimation qui n'a rien perdu de sa splendeur 30 ans plus tard, Ninja Scroll reste un concentré d'action purement jouissif par des illustrations de toute beauté, fait à l'ancienne à main levée, sans image de synthèse, accentuant l'authenticité de l'œuvre. Puisant dans ses références sans encombrer ses thématiques, le soin apporté aux détails dans ses personnages, ses décors, ses enjeux et ses combats contribue à la réussite du film et impose Yoshiaki Kawajiri comme un grand nom de l'animation japonaise pour adultes. Ninja Scroll est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Ninja Scroll, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait, un classique ultime de la Japanimation à découvrir absolument si vous êtes passionné par cette culture. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.